MPP demande la démission de plusieurs de ses militants dans l'arrondissement 7. Le mouvement du peuple pour le progrès ne reconnaît pas les 600 personnes de cette commune se réclamant du parti et qui ont annoncé leur démission le 3 février dernier. La réaction du parti au pouvoir dans ce journal. Et puis, dans l'actualité de ce 8 février également, ce grand incendie qui a ravagé le centre de tri et de valorisation des déchets plastiques à Sahaba. Des milliers de tonnes de déchets plastiques sont partis en fumée. Les pompiers ont réussi à circonscrire l'incendie après plusieurs heures d'intervention. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Le défilé des présidents des institutions chez le Premier ministre continue après le HCROUN et le HCDS hier. Aujourd'hui, c'est le médiateur du Faso qui a été reçu en audience par Christophe Dabiré au centre des discussions, les différents dossiers sur lesquels les deux institutions devront travailler ensemble. Arsène Konditamde. Justice sociale, préservation de la paix et collaboration entre le médiateur du Faso et la primature. Autant de questions à l'ordre du jour des échanges entre Christophe-Marie Dabiré et Saran Sérémé. L'entrevue de la matinée de ce 8 février sert aussi de prétexte au médiateur du Faso pour remettre les rapports d'activité des années 2015, 2016 et 2017 au chef de l'exécutif burkinabé. Nous lui avons fait les différents points et je pense qu'il y a beaucoup de perspectives quant à la collaboration qui doit évidemment plus s'affirmer et être vraiment plus proactive. Nous avons également échangé sur les différentes problématiques auxquelles sont exposées les institutions, mais surtout sur cette collaboration entre les institutions et le pouvoir exécutif. À son arrivée à la tête de l'institution, le médiateur du Faso avait un budget de fonctionnement d'environ 423 millions de francs CFA. Un budget revu à la hausse de 100 millions qui ne permet toujours pas au médiateur de fonctionner convenablement. Saran Sérémé plaide pour une revalorisation de la dotation. Et sur les 423 millions, presque 400 millions vont aux dépenses, les charges du personnel. Concernant l'électricité, l'eau et le téléphone, il n'y avait même pas de rubrique. Nous avons à peine 432 000 francs qui était prévu pour toute l'année pour l'électricité. Et pourtant, nous avons une facture qui avoisine les 35 millions par an. Quand on parle de restrictions budgétaires, certains croient qu'il faut vivre dans le misérabilisme. On ne peut pas avoir des institutions qui ne fonctionnent pas. Le médiateur du Faso se porte bien. Il se fait de plus en plus connaître par les Burkinabés, assure Saran Sérémé. En 2017, par exemple, 579 dossiers ont été instruits par les services du médiateur du Faso. 104 ont fait l'objet de recommandations et 76 parmi eux ont connu un dénouement heureux. Et parmi les dossiers sur lesquels Saran Sérémé se penche justement, il y a celui concernant les 10 agents de la garde de sécurité pénitentiaire qui avaient été révoqués par le ministre de la Justice. Eh bien, on apprend que la justice vient de suspendre cette décision de révocation. Les 10 agents pourront donc reprendre le travail en attendant que l'affaire suive son cours. Vous l'avez suivi dans nos éditions précédentes. Le 3 février dernier, plus de 600 personnes de l'arrondissement 7 se réclamant du MPP avaient annoncé leur démission du parti. Eh bien, les responsables du mouvement du peuple pour le progrès ont réagi en indiquant qu'aucun de leurs militants n'a démissionné dans cette commune, à part 2 personnes qui étaient sous le coup d'une sanction. Luc Pabelgem. Ce qui avait été présenté il y a de cela quelques jours comme une démission massive de 627 militants MPP au profit de l'UPC ne serait qu'une manœuvre pour discréditer le parti du soleil levant dans l'arrondissement 7. Comme il fallait s'y attendre après la sortie médiatique d'ex-camarades, le mouvement du peuple pour le progrès de l'arrondissement 7 a tenu à apporter sa part de vérité sur ces supposées démissions. Ce sont des mensonges. Ils n'ont démissionné avec aucun de nos militants. Et d'ailleurs même, on les avait exclus, on les avait sanctionnés du parti. Donc raison pour laquelle, et aussi à leur tour, ils ont voulu saboter le parti, soit disant qu'ils ont démissionné avec beaucoup de nos militants. Non, ça ne nous cause aucun problème. Parce que qu'ils soient là ou pas, la terre tourne et tournera, le MPP brille et brillera. Nous n'avons aucun souci.
de leur démission. Et cela même, et puisque Olivier même, il entravait même la mobilisation des jeunes du secteur 30, parce que lui, seulement sa personne même, empêchait les jeunes de s'adhérer au MPP. Mais aujourd'hui, nous avons pas mal de jeunes qui s'adhèrent de jour en jour aux instances du parti. Il n'y aurait donc pas eu de démission puisque le parti n'a jusque-là pas reçu de lettre dans ce sens, concernant particulièrement les 2 camarades qui étaient responsables des jeunes et des femmes MPP du secteur 30, initiateurs de cette campagne de dénigrement. Les conférenciers du jour parlent de militants indisciplinés et fauteurs de troubles. Ça, nous allons lui poser une plainte parce que lui, en tant que délégué des jeunes, qui ne pouvait pas rassembler 20 jeunes même pour faire une assemblée générale, peut démissionner avec 627 personnes de nos militants. Ou même vous voyez que c'est archi faux. Il se vante. Bon, maintenant, le parti où il est allé, ils donneront l'exemple. Parce que Olivier, on le connaît assez, on a travaillé longtemps ensemble. Bon, chacun a son choix, puisque le militantisme, c'est d'abord l'engagement. Il faut être bien engagé et épouser les idéaux du parti. Alors maintenant, ceux-là qui sont venus pour chercher leur pain quotidien, ils pensaient qu'au MPP, il y avait comment dirais-je, de l'argent qu'ils voulaient venir ramasser. Mais comme ils ont trouvé que ce n'était pas ça, ils ont préféré aller là où ils peuvent avoir l'argent. La conférence de presse du MPP de l'arrondissement 7 n'a pas concerné que les démissionnaires. Le parti a aussi félicité la montée en puissance des forces de défense et de sécurité dans leur traque contre les terroristes. L'arrondissement 7 comprend les secteurs 30, 31, 32 et 33. Aux élections municipales de 2016, le mouvement du peuple pour le progrès était arrivé en tête en nombre de conseillers, mais avait perdu la gestion de la mairie pour mésentente au sein du parti. Politique toujours, et cette brève qui concerne la Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a démissionné de son poste ce 8 février au cours d'une session extraordinaire. Il faut dire que c'était une démission qui était attendue. Elle avait été annoncée par le président de la République, Alassane Ouattara. Lui-même, il faut dire que depuis que Soro Guillaume a refusé d'adhérer au nouveau parti RHDP unifié, il n'était plus en odeur de sainteté avec le chef de l'État. Retour à Ouagadougou et direction la commune de Saba où un incendie s'est déclaré dans le centre de tri et de valorisation des déchets plastiques dans la nuit d'hier. Les pompiers ont dû déployer de gros efforts pendant plusieurs heures pour circonscrire le feu et limiter les dégâts, mais des milliers de tonnes de déchets plastiques sont partis en fumée. Rémi Lambert-Nébier s'est rendu sur le site ce matin. Suivez son reportage. 10 heures ce 8 février. Quelques flammes persistaient toujours sur les lieux. Dans la nuit du 7 février, aux environs de 22 heures, un incendie s'est déclaré ici au centre de tri et de valorisation des déchets, ici à Saba. Les sapeurs-pompiers alertés vont se déporter sur les lieux et ne réussiront à circonscrire le feu qu'au bout de 10 heures. Bon, vers les 22 heures dans Massaha. C'est aux environs de 22 heures que nous avons constaté la fumée qui se dégageait. Nous avons aussitôt alerté les sapeurs-pompiers. Le temps qu'ils arrivent, les flammes étaient déjà intenses. L'incendie s'est déclaré du côté de la clôture. Le pire était à craindre, car le centre se trouve au beau milieu des habitations. Mais fort heureusement, on ne déplore aucune perte en vie humaine, juste des dégâts matériels et des riverains condamnés à abandonner leurs cours et commerces le temps d'une journée. Ils ont pu éteindre le feu, mais la fumée nous fatigue beaucoup. Vous voyez, personne ne peut sortir vendre. Il faut reconnaître que le centre, quand on le réalisait en son temps, était excentré. Ce n'était pas un milieu d'habitation. Donc, avec l'urbanisation, voilà, la vie s'est étendue jusqu'à dépasser, à engloutir le centre. Voilà pourquoi on est dans cette situation. Et je pense que très rapidement, on doit commencer à réfléchir vraiment sur cette nouvelle donne-là qui est... Voilà, avec l'incendie, on trouve déjà qu'il y a des gens qui sont exposés, il y a des gens qui ne peuvent plus respirer à côté. Donc, et avec les flammes qui peuvent sauter, ça peut tomber dans des cours et causer d'autres dégâts. Donc, peut-être que nous allons attendre d'ici demain, après-demain, pour voir clair tout, pour faire un peu le point de tout ce qui a pu être comme dégâts dans ce centre-là. Mais pour l'instant, on n'a pas encore évalué, on ne fait que constater d'abord. L'heure n'est qu'au constat. Mais ces femmes qui travaillent en collaboration
avec le ministère de l'Environnement dans le cadre du projet de valorisation des déchets plastiques savent déjà ce qu'elles perdent à cause de cet incendie. Chaque année, le ministère organisait nos femmes pour le tri des sachets qu'ils revendaient. Et ça faisait quand même de l'argent pour ces femmes-là. Et aussi, le ministère était prêt, en tout cas pour la valorisation de ces sachets. Et rien qu'hier, une mission est venue pour prospecter le terrain, pour pouvoir, en vue d'installer des machines pour la fonte des sachets. Et c'est le même jour que les sachets ont pris feu. Donc c'est vraiment triste pour nous. C'est très triste. Depuis 2015, le ministère en charge de l'environnement achète et stocke dans ce centre des milliers de tonnes de déchets plastiques. Et quand on estime à plus de 100 000 francs CFA le coût d'une tonne achetée, on imagine la perte financière que cause cet incendie au dit ministère. Après 2 mois de formation militaire de base, 95 élèves de la police municipale ont reçu leur passant ce 8 février, un sésame qui les autorise à être élèves de l'École nationale de police. Le compte rendu de Arsène Konditamde. Avec dextérité et souplesse, ces élèves de l'École nationale de police manient le sabre. Une maîtrise acquise grâce aux 2 mois de formation militaire de base, au cours de laquelle ils ont appris les fondamentaux de la vie du soldat. Pour ces 95 récipiendaires, 4 inspecteurs, 14 contrôleurs et 77 élèves assistants de police municipale, le chemin a été long avant qu'ils soient admis à recevoir leur passant ce 8 février. Donc, ils ont suivi 2 mois et demi pratiquement de formation militaire. Le chef de l'encadrement vous a dit toutes les étapes de cette formation et ils sont au terme donc de la formation militaire pour porter le passant. Et le port de passant donc va leur permettre d'avoir le titre d'élève de l'École nationale de police et à partir de là, ils vont commencer les cours en salle. Ces 95 élèves en formation viennent de 14 communes du Burkina Faso. Après la formation, chacun retournera dans sa commune d'origine pour y servir. Les villes s'agrandissent, les difficultés augmentent. Ces nouvelles compétences viendront apporter du soulagement. Actuellement, les effectifs ne sont pas assez suffisants pour rendre le travail quotidien auprès des populations. Alors, les chiffres au niveau de l'OMS donnent un policier pour 400 habitants. Et nous sommes encore loin de ces chiffres. Un tel apport pour nous nous satisfait d'emblée au regard du nombre de policiers qui seront formés et que ces policiers puissent être mis au service des populations de la ville. La formation achevée, place à présent au cours en salle. Le temps restant de leur formation, plusieurs modules vont être abordés pour permettre à ces élèves de se perfectionner. Ce sont entre autres la topographie, l'organisation du terrain, le camouflage et le combat pratique. Les encadreurs ont appris. Chapitre économie, dans ce 19h30, il existe désormais une maison des PME créée grâce au partenariat entre 3 structures. L'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises, la Maison de l'entreprise et la Société générale du Burkina Faso. Madina Sieno. Située dans le quartier Goungen de Ouagadougou, cette nouvelle bâtisse aux couleurs de la SGB, la Société Générale Burkina Faso, c'est désormais de maison de la PME, la petite et moyenne entreprise. Fruit de la collaboration entre la Maison de l'entreprise et l'AFP-PME, l'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises, cette maison de la PME revêt un double objectif. Celui de contribuer à la formation et à l'accompagnement des porteurs de projets et de dynamiser du même coup le tissu économique burkinabé. Vous savez, l'UEMOA qualifie PME une entreprise d'environ, je crois, moins de 100 personnes avec un chiffre d'affaires d'1 milliard. La maison de la PME va plus loin, effectivement. C'est du plus petit projet au plus gros. Après, il est clair que lorsque nous parlons d'un fonds mis à disposition, il faut au minimum exister pendant une période donnée. Il faut être client de la banque et remplir un certain nombre de critères. Ces critères sont, en fonction des partenariats signés, sont très simples à comprendre. Et le deuxième volet de votre question, c'était le secteur. Il n'y a pas de secteur privilégié.
nous souhaitons tout simplement que nos futurs partenaires viennent nous rendre visite ici. Après analyse de leur projet, on pourra le financer ou pas. Le développement du Burkina Faso passe par le développement du secteur privé, notamment le maillon PMI-PME selon le ministre en charge du commerce. Et l'accompagnement d'une société privée de la place pour l'atteinte de cet objectif est plus que salutaire. Donc le message que je veux dire aujourd'hui, c'est que le rôle de l'État, c'est d'accompagner le secteur privé. Le rôle de l'État, c'est d'accompagner les PMI-PME à travers donc, ces développements. Mais le rôle de l'État, c'est de créer des partenariats, j'allais dire G2B, Government to Business, pour pouvoir effectivement avancer. C'est un gros partenariat aujourd'hui entre l'AFP-PME, la maison d'entreprise, et une boîte privée qui est la Société Générale, pour permettre en tout cas donc, de mettre à disposition donc, du financement pour les PME. Maintenant, le message, c'est aux promoteurs. Lorsqu'on met les ressources à disposition, il ne faut pas se contenter de regarder les difficultés. Il faut venir tout de suite ici, se faire accompagner pour qu'on réduise donc les questions donc, de risque. Parce qu'on fait un peu dans cette combinaison ce que ferait donc une société de capital de risque. Parce qu'en faisant ça, on réduit les risques et ça permet donc aux banques de nous accompagner de la bonne manière. L'inauguration de cette maison de la PME entre dans le cadre de la célébration des 20 ans de la SGBF. Elle s'articule sous le modèle de Business Center et prend en compte tous les besoins de l'entreprise, depuis l'étape de création en passant par la structuration et l'aide d'accès au financement. Voilà, la maison des PME qui sera certainement l'un des partenaires privilégiés du réseau Initiative Burkina. Cette structure qui œuvre pour le développement des petites et moyennes entreprises à un nouveau bureau. Il a dévoilé ses ambitions et ses objectifs lors de son installation officielle. Le compte rendu de Madina Sinou. Un nouveau président à la tête du réseau Initiative Burkina. Amadou Sawadogo, élu à l'issue d'une assemblée générale constitutive, prend fonction ce 4 février. Avec lui, 3 autres membres pour l'appuyer dans ses missions. Des missions axées essentiellement sur la démocratisation de l'accès à l'entrepreneuriat. Pour les 5 années à venir, il s'engage à renforcer davantage les acquis et à combler les espoirs. Pour cette mandature de 5 ans, nous nous engageons à couvrir les autres régions du Burkina Faso. Mieux impliquer nos partenaires publics et privés tels que les ministères techniques, notamment les ministères en charge du commerce et de l'industrie et de la jeunesse et de la femme. Pour des ambitions, nous avons des ambitions. Le président a des ambitions, le bureau a des ambitions. C'est pour cela que nous pensons en tout cas annuellement, c'est vraiment une vision, une ambition, de créer 250 à 500 entreprises et espérer avoir au minimum 1500 emplois. Et pour l'atteinte de ces objectifs, Amadou Sawadogo et ses collaborateurs peuvent compter sur le ministère en charge du commerce qui fait de la promotion des petites et moyennes entreprises l'un de ses objectifs fondamentaux. Nous allons les accompagner pour qu'ils puissent en tout cas donc, se structurer. Et cela se fait déjà à travers donc, une structure donc, qui, on va dire, un bras technique aussi donc, du ministère qui est la Chambre de commerce qui accompagne déjà pour les 13 régions. Mais aussi le fait qu'à travers l'Agence pour le financement des PMI-PME, nous allons regarder ensemble comment est-ce qu'on peut faire un mariage entre l'Agence pour le financement des PMI-PME et Initiative Burkina pour voir comment est-ce qu'on peut les accompagner pour mobiliser donc, des ressources parce que c'est des ressources dont ils ont besoin, mais aussi pour prendre en charge ceux-là qui sortent donc, de leurs initiatives et qui ont besoin donc d'autres types de financement pour mieux accroître donc, leur activité. Le concept initiative existe depuis près de 10 ans au Burkina Faso. Il se développe dans les 13 régions à travers des plateformes initiatives. Chaque plateforme dispose d'un fonds de prêt et d'un fonds de fonctionnement afin de mieux servir toute personne désireuse de créer une entreprise. Et pour terminer, direction le Niger, où on retrouve notre envoyé spécial à la CAN de football junior. John William Sonda revient sur le bilan des étalons. Il faut dire qu'ils sont éliminés, il n'y a plus d'espoir, mais il leur reste un dernier match qu'ils vont livrer contre le Sénégal. Une rencontre qui ne changera rien, à part peut-être la volonté de finir sur une note positive par une victoire. Après, quand on est qualifié, généralement on a plus de pression. On a plus de pression parce que tout le monde rentre dedans. Alors que quand on est en train de jouer les qualifications, vous êtes seul avec vos adjoints, avec votre équipe, vous travaillez sereinement pour arriver au bout. Mais lorsqu'on est qualifié, le problème c'est que tout le monde veut mettre sa main. Tout le monde veut mettre sa main. Et ça fait que ça devient compliqué à gérer pour l'encadrement.
c'est pas facile. C'est pas facile vraiment de rester serein pour faire un travail propre. Voilà, ça est bientôt fini de la participation des étalons juniors à la 21e édition de la CAN de leur catégorie après 2 défaites face aux Black Athlètes du Ghana et aux Aiglons du Mali. Les étalons n'ont plus que le dernier match face aux Lionceaux du Sénégal pour soit sauver l'honneur ou tout simplement terminer la compétition avec 3 défaites de suite. Ce challenge donc excite naturellement Séraphin Ndagani. Pour lui, il faudra tout faire pour repartir à Ouagadougou avec un brin de dignité, malgré bien entendu l'élimination concédée seulement après 2 défaites. À la veille donc de ce 3e match, les Burkinabés sont les seuls éliminés de la compétition, puisque dans le groupe A, rien n'est encore joué. Dans le groupe B, par contre, les Lions du Sénégal, eux, ont déjà composté leur ticket pour donc le tour suivant. Le match entre Ghanéens et Maliens devrait également décider justement du sort entre ces 2 équipes. Mais pour les Burkinabés, comme je le disais tantôt, il faut absolument gagner ce dernier match face donc aux Lions du Sénégal. Bon, je pense que là, normalement, dans le principe, tout le monde est libéré. Le gardien, les garçons sont libérés actuellement. C'est vrai qu'il y a la défaite toujours dans la tête. Il y a le fait de ne pas pouvoir continuer avec ses camarades, les camarades là. Ça nous joue dans la tête, on le traîne toujours. Mais il y a aussi qu'on est libéré quand même. Parce que bon, on se dit, on n'a plus de pression, on peut jouer un peu plus libre. Et je pense que le jeu sera beaucoup plus intéressant, plus alléché. Et les garçons vont chercher donc au moins à marquer, surtout les attaquants. Montrer que les buts qu'on a marqués dans le temps pour nous qualifier, là, ce n'était pas le fruit du hasard, c'est aussi le travail de construction. Donc, les garçons sont là, ils sont décidés. On va essayer donc de marquer des buts, parce qu'il faut en marquer, il ne faut pas aller vraiment muet. Ça sera très triste de venir à des attaquants qui n'ont pas scoré à cette CAN, et parce qu'ils veulent se faire voir. Une canne et des interrogations, une participation qui n'aura pas été des meilleures. Les étalons du Burkina auront visiblement été l'équipe la plus faible du groupe B basé à Maradi, la capitale économique du Niger. Sur les 2 premières sorties, les hommes de Séraphin Ndagani n'ont inscrit le moindre but et pire, ont encaissé, concédant donc 2 défaites. La première face au Ghana, la seconde face au Mali. Une participation qui laisse place à de nombreuses interrogations. Voilà, John William Somdan, nous t'attendons donc ici dans les tout prochains jours. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi tout à l'heure, le journal en Morée. Et puis demain, 13h, Abdourazak Traoré pour l'édition de la mi-journée. À 19h30, vous retrouverez Aubin Guébré pour l'édition du soir. Merci de votre fidélité renouvelée.